Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguele, a participé à la conférence sur la Palestine et a rencontré le conseiller principal en Afrique. Et enfin, dans l'actualité internationale, Ousmane Dembélé remporte le ballon d'or du meilleur joueur du monde lors de la cérémonie qui s'est tenue hier soir. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, en marge des assises de l'Assemblée générale des Nations unies, le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, a eu un entretien de haut niveau avec M. Massad Boulos, conseiller principal du président américain pour l'Afrique. Une rencontre discrète mais d'une densité rare qui illustre la profondeur d'une relation bilatérale construite sur la confiance réciproque et l'intérêt partagé dans une région où la stabilité demeure un bien aussi fragile que précieux. Depuis plusieurs décennies, Djibouti et les États-Unis avancent côte à côte comme des partenaires stratégiques de premier plan. Les échanges ont porté sur des projets concrets déjà en chantier et reflètent d'une volonté commune d'ancrer la coopération entre la durée. Au cœur de la discussion, la sécurité maritime dans la mer Rouge s'est imposée comme un thème majeur. Cette artère vitale du commerce mondial, soumise aux turbulences géopolitiques, reste un enjeu crucial pour les deux nations. Djibouti comme Washington en font une priorité stratégique, consciente que la protection de cette route conditionne autant leurs intérêts respectifs que l'équilibre de l'économie internationale dans un environnement régional marqué par les plusieurs fractures à différents niveaux. Aujourd'hui, la République de Djibouti s'est distinguée comme un havre de stabilité. Le chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguele, apparaît plus que jamais comme un artisan de paix et un médiateur. En reconnaissant ce rôle, Washington entérine un leadership djiboutien qui désormais déborde les frontières, s'inscrit dans une diplomatie de rayonnement et s'affirme comme une diplomatie de rayonnement au service de la stabilité de toute la Corne de l'Afrique. Eh bien, à l'issue de son entretien avec le chef de l'État, M. Massad Boulos, conseiller principal du président américain pour l'Afrique, s'est exprimé devant la presse sur la substance des discussions. Il a d'emblée souligné l'honneur et le plaisir qu'il éprouve à rencontrer le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele et son équipe, avant de préciser que les échanges avaient porté tant sur la solidité du partenariat bilatéral que sur les grands dossiers régionaux. Selon lui, la relation entre Djibouti et les États-Unis d'Amérique s'inscrit dans la durée, un lien ancien, robuste et appelé à se renforcer, notamment à travers plusieurs projets communs actuels en gestation auxquels Washington entend apporter un appui déterminant. Sur le plan régional, M. Boulos a insisté sur l'urgence de préserver la stabilité dans la Corne de l'Afrique, une zone qu'il a décrite comme une ébullition minée par les guerres et les tensions. Il a cité en particulier les conflits au Soudan, en Somalie, au Sud-Soudan, en Éthiopie, estimant que ces foyers de crise appelant une mobilisation concertée de l'ensemble des acteurs concernés. À ses yeux, Djibouti et son président occupent une place charnière dans ces efforts, incarnant un rôle de médiateur et de garant de la stabilité. Le Conseil américain a enfin mis en exergue la sécurité maritime dans la mer Rouge, qualifiée de dossier prioritaire. Il a rappelé que cette voie d'eau constitue une artère vitale du commerce mondial dont la sûreté engage non seulement les pays riverains, mais aussi l'équilibre de l'économie internationale. Puis, à l'occasion de la commémoration du 80e anniversaire de la Fondation des Nations Unies, le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, a participé à une réunion solennelle aux côtés des chefs d'État et de gouvernement et du secrétaire général de l'organisation. Dans son allocution, le président Guélé a rappelé que dès la signature de la Charte des Nations Unies, San Francisco et les États fondateurs s'étaient engagés à préserver les générations futures du fléau de la guerre et à favoriser le progrès social dans une liberté plus grande. Il a souligné que si peu de nations africaines étaient représentées à l'époque, tout en dès leur accession à la souveraineté internationale, pleinement endossé les idéaux fondateurs de l'ONU. En revenant sur les acquis de ces 8 décennies, le chef de l'État djiboutien a mis en avant le rôle indispensable de la Charte qui demeure la boussole face aux défis globaux tels que le changement climatique, l'extrême pauvreté, les menaces à la paix et à la sécurité internationale. Il a salué les réformes engagées sous l'impulsion du secrétaire général visant à moderniser le multilatéralisme pour le rendre plus agile, inclusif et mieux coordonné avec les organisations régionales, financières et commerciales. Le président a toutefois mis en garde contre les menaces grandissantes qui pèsent sur l'idéal onusien. Il a dénoncé la résurgence du repli nationaliste, la tentation du multilatéralisme et la reconstruction des logiques des blocs
qui érode la coopération internationale, qui attise un climat de méfiance, de conflit et d'instabilité. Face à ce péril, Djibouti appelle à une mobilisation internationale pour réinventer un multilatéralisme résolument inclusif, ambitieux et solidaire, un multilatéralisme où chaque État, quelle que soit sa taille ou son influence, verrait ses préoccupations ainsi légitimes, étendues et prises en compte. Le président Guelleh a insisté sur l'étendue et sur l'impératif défense du droit international, pilier de l'action collective, et sur la nécessité de mobiliser des ressources financières nouvelles et additionnelles pour le développement durable, la consolidation de la paix et la justice climatique. Eh bien, au micro de la presse, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a laissé transparaître dans ses propos une émotion rare, faite de solennité et de joie profonde. Cette journée née se résume par un geste diplomatique. Elle incarne, a-t-il déclaré, un tournant historique où la reconnaissance de l'État palestinien vient résonner comme un acte de justice attendu depuis trop longtemps. Il a insisté sur la portée universelle de cette décision, rappelant que la responsabilité morale de la communauté internationale se trouve désormais ravivée. Aux yeux du chef de l'État, ce choix courageux des nations libres vient affirmer que les territoires palestiniens et plus largement le Moyen-Orient demeurent au cœur des équilibres mondiaux. Son message fut empreint d'une ferveur singulière, celle d'un dirigeant qui, tout en dénonçant une gravité, les massacres, la démolition des foyers, les souffrances infligées aux enfants et aux vieillards, laissant éclater une joie sincère à l'idée que le monde ait enfin tendu l'oreille aux cris de la Palestine. Cette reconnaissance a-t-il laissé entendre n'est pas seulement une victoire politique, elle est un éclat des espérances, un premier pas vers la liberté. Dans la force de ces mots résonne un vœu ardent qui cesse la guerre, les violences et l'injustice et que s'ouvre un chemin de paix et de dignité. La Palestine, a-t-il proclamé, est un élan vibrant, doit vivre et vivre libre, a-t-il conclu le chef de l'État. Eh bien, dans notre dossier de ce soir, et comme je vous le disais, c'était une journée historique hier organisée en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies avec la tenue de la conférence internationale de haut niveau pour le règlement pacifique de la question Palestine et la mise en œuvre de la solution à deux États avec la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, dont le président de la République, à son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Pour plus de détails, un reportage signé Awo. Un moment historique s'est tenu hier, lundi, à New York, lors de la conférence internationale de haut niveau sur la résolution de la question palestinienne par des moyens pacifiques et la mise en œuvre de la solution à deux États. Plusieurs pays ont annoncé durant la conférence leur reconnaissance officielle de l'État palestinien, à savoir Malte, Luxembourg, la France, Nouvelle-Zélande, l'Arménie, Belgique, Saint-Marin et Andorre, mais également le Royaume-Uni, le Canada, le Portugal, mais aussi l'Australie, faisant passer le nombre de pays reconnaissant l'État de Palestine à 153 pays sur 193 États membres des Nations Unies, soit environ 80%. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont pris part à cette conférence, dont le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, fervent défenseur de la cause palestinienne. Cette réunion de New York intervient à un moment crucial en raison de la poursuite de l'agression israélienne sur la bande de Gaza et l'escalade du colonialisme et des attaques de forces d'occupation et des colons en Cisjordanie, y compris Jérusalem. C'est une scène insoutenable, l'image d'un garçon, les larmes aux yeux, portant sa sœur sur son dos, la seule famille qui lui reste. Il fuit l'offensive de l'armée israélienne, comme beaucoup de milliers de personnes ici à Gaza. Selon l'ONU, environ 500 000 personnes sont poussées à l'exode depuis l'annonce de l'offensive israélienne. 44 Palestiniens ont été tués dans des frappes et plus de 88% des infrastructures et des immeubles résidentiels civils sont ciblés dans la bande de Gaza. Sur la route, de nombreux Palestiniens fuient la zone vers le sud, à pied, sur des charrettes tirées par des ânes, leurs affaires entassées à la hâte. Ils racontent l'horreur laissée derrière eux.
Depuis le début de la guerre à Gaza, il y a bientôt 2 ans, l'armée israélienne a provoqué un désastre humanitaire sans précédent dans la bande de Gaza, où vivent 2 millions de Palestiniens. Selon le ministère de la Santé du Palestine, l'armée israélienne aurait tué 65 062 personnes, en majorité des femmes et des enfants, depuis le début de l'offensive de l'armée israélienne à Gaza. La famine, autre arme de guerre utilisée par Israël contre la Palestine. Le visage émacié, le regard vide, la peau sur les os, les images de famine sont insoutenables mais réelles. Selon les sources locales et internationales, le nombre de décès dus à la famine et à la malnutrition s'élève désormais à 425, dont 145 sont des enfants. Sous les attaques israéliennes et le strict blocus limite l'aide humanitaire, la bande de Gaza connaît une crise humanitaire majeure, avec pénurie de nourriture, d'eau, de médicaments, de matériel médical, mais aussi de l'article d'hygiène. La République de Djibouti a aussitôt dépêché des aides alimentaires à leurs frères de la Palestine. نحن هنا في قطاع غزة نشكر الإخوة في دولة جيبوتي وبارك الله فيهم على هذا العطاء ونشكرهم شكرا جزيلا وفي ميزان حسناتهم إن شاء الله شاكرين أفضلهم. القضية الفلسطينية هي من ثوابت السياسة الخارجية الجيبوتية، وهذا كله طبعا بتوجيهات من القيادة الجيبوتية ممثلة بفخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة. La République de Djibouti est un allié important pour la Palestine. Sous le leadership du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, la position de Djibouti est claire et ferme et permanente depuis des décennies pour la liberté de la Palestine. Concernant le génocide en cours en Palestine et la guerre d'extermination menée par l'armée sioniste contre la bande de Gaza en particulier, la République de Djibouti a été dès le début parmi les premiers pays à condamner et dénoncer cette agression et à exiger sa cessation immédiate. Elle a également été aux côtés de nombreux pays amis, dont la République d'Afrique du Sud, la Bolivie, les Comores, ainsi que le Bangladesh, qui ont déposé une demande d'enquête à la CPI, un mois après les événements d'octobre. Au début de la guerre et le génocide, la République de Djibouti et d'autres pays amis ont déposé une demande auprès de la Cour pénale internationale pour demander l'ouverture d'une enquête pour crimes de génocide dans le territoire palestinien. Suite à cette plainte, la CPI a d'ailleurs émis un mandat d'arrêt contre les dirigeants du régime sioniste, dont le Premier ministre israélien et son ancien ministre de la Défense. Plusieurs événements sont organisés à Djibouti pour le soutien aux Palestines. Il y a aussi une solidarité populaire sans précédent pour la cause palestinienne. C'est pourquoi nous affirmons et répétons constamment qu'à Djibouti, il existe une parfaite harmonie entre les positions populaires et officielles concernant la cause palestinienne. Le président de la République, Son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, saisit toutes les tribunes régionales, continentales et internationales pour condamner fermement le massacre collectif commis par ce régime sioniste impitoyable. Le président, dans ses discours, rejette catégoriquement ces attaques contre les civils innocents à Gaza, comprenant de meurtres de masse, de bombardements barbares dans la bande de Gaza. adduunka oo dhan la tusayo waxa ka dhacaya Falastiin iyo bariga dhexe waa maalin dadaalka community internationalka ama adduunka mas'uuliyadiisa loo jadiidinayo
maxaa yeelay dawlad baan ictiraafnay oon aqoonsannay kama dhigno waan dhisaynaa kuma jirto waan dhisaynaa waa in waxa shirkani loo qabtay ee dadkii ugu hodansanaa ama ugu wanaagsanaa ama xorriyadda jeclaa oo dhan dhammaantood ay yidhaahdeen waan aqoonsanaynaa Falastiin xaqa ay Israa'iiliyiintu u leeyihiin inay noolaadaan baa iyaguna u leeyihiin haddana la joojiyo weliba la joojiyo dabkan la shidayo dadkan la laynayo carruurtan la agoominayo duqaha la laynayo aqallada la duminayo intaba la joojiyo iyaan halkan ku soo gaadhnay way noolaani doontaa way xoroobi doontaa Falastiin. Salam alaikum wa rahmatullah. Avec la tenue de l'Assemblée générale des Nations Unies, l'attente est grande pour une solution immédiate à la situation alarmante dans la bande de Gaza, avec la reconnaissance de plusieurs pays d'un État palestinien. Selon les observateurs, cette Assemblée générale des Nations Unies est la carte de dernière chance pour arrêter le désastre humanitaire et le génocide en cours provoqué par l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Awa Abdi, RTD, New York, les États-Unis d'Amérique. Eh bien, ce communiqué ou à l'ouverture du 80e débat général des Nations Unies, un moment fort de la diplomatie mondiale, dont la présence de l'Assemblée générale, les représentants des 193 États membres vont se succéder à la tribune pour présenter leurs priorités et inquiétudes sur l'avenir de la planète. Comme le veut la tradition, le Brésil a ouvert les interventions suivies des États-Unis, pays hôte, avant que la parole ne soit donnée aux dirigeants et autres dirigeants placés cette année sous la présidence de l'Allemande Annalena Baerbock. Seulement la 5e femme de l'histoire a dirigé l'Assemblée générale. Cette session anniversaire s'est déroulée sous le thème évocateur « Meilleur ensemble, 80 ans de plus pour la paix, le développement et les droits de l'homme ». Au-delà des discours protocolaires, cette semaine a concentré une série de réunions de haut niveau destinées à réfléchir des grandes réunions aux défis de notre temps. Guerre en cours, changement climatique, fracture sociale, inégalité des genres, mais aussi des questions éthiques liées à l'intelligence artificielle, autant de sujets liés qui nécessitent un engagement renouvelé. La voix de Djibouti à la tribune internationale, c'est ainsi que le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, accompagné de sa délégation, a participé activement à ces travaux. Sa présence illustre l'engagement de Djibouti à faire entendre sa voix sur la scène internationale, en particulier à l'occasion de cette session historique qui coïncide avec le 80e anniversaire de la fondation des Nations Unies. En marge des débats, le chef de l'État s'entretiendra avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Cette rencontre bilatérale devrait permettre d'aborder les grandes priorités de la gouvernance mondiale en mettant en lumière les préoccupations de Djibouti à la région de la Corne de l'Afrique. La journée du président Guelleh se conclura par une réception organisée par le président américain Donald Trump à 19h à New York. Ainsi regroupant de nombreuses personnalités internationales, une soirée symbolique pour marquer l'ouverture d'une semaine placée sous le signe du dialogue et de la coopération de la diplomatie multilatérale. Précisons que dans le cadre de son déplacement actuel à New York, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, était accompagné d'une importante délégation comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Abdelkader Hussein Omar, de l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès des États-Unis d'Amérique et représentant permanent de notre pays auprès de l'Organisation des Nations Unies, son Excellence M. Mohamed Ziad Doualé, le directeur des relations multilatérales au ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Guelleh Idriss Omar et de la conseillère diplomatique du chef de l'État, Mme Fathia Jamaoudine. Eh bien, comme je vous disais, la conférence sur la solution à deux États appelle à transformer les positions en actions exigées, l'arrêt de la colonisation. La présidence de la conférence internationale sur la solution à deux États, publiée aujourd'hui, un communiqué conjoint dans lequel elle a appelé à la communauté internationale à transformer ses positions en actions concrètes, demandant à Israël d'annoncer un engagement clair en faveur de l'arrêt de la colonisation. Le communiqué a confirmé que la conférence qui s'est tenue hier a abouti à l'adoption de la déclaration à New York, soutenue par 142 pays à l'Assemblée générale des Nations Unies, réaffirmant l'engagement international envers la solution à deux États et traçant une voie irréversible pour construire un avenir meilleur pour les Palestiniens, les Israéliens et tous les peuples de la région. Il a également salué la reconnaissance du nouvel ensemble
d'États en faveur de l'État de la Palestine, parmi lesquels l'Australie, la Belgique, le Canada, le Royaume-Uni, le Luxembourg, le Portugal, Malte ainsi que la France. Le communiqué a publié que l'Arabie Saoudite et la France, en leur qualité de coprésidents de la conférence internationale sur la solution à deux États, a souligné l'aggravation de la stratégie humanitaire à Gaza avec l'intensification de l'offensive terrestre israélienne. Il a estimé que la déclaration de New York constitue une alternative principale et elle réaliste au cycle de violence, appelant à la communauté internationale à passer des paroles aux actes à travers des mesures pratiques et concrètes pour mettre en œuvre la déclaration en saluant les engagements des États membres. Le communiqué a réaffirmé pour mettre fin à la guerre à Gaza et à garantir la libération de tous les détenus israéliens demeure une priorité absolue, appelant à un cessez-le-feu permanent et un échange de prisonniers, à l'accès garanti à l'aide humanitaire et aux traites des forces israéliennes de la bande de Gaza. Il a insisté sur la nécessité de mettre fin au mouvement de la résistance du Hamas à Gaza et de la désarmer, de remettre ses armes à l'autorité palestinienne avec un soutien international en conformité avec l'objectif de création d'un État palestinien souverain. Le communiqué final a également salué les engagements annoncés par le président palestinien Mahmoud Abbas lors de son discours d'hier à la conférence, y compris l'attachement du règlement pacifique, le rejet de la violence, du terrorisme, ainsi que l'assurance de l'État palestinien ne serait pas un État armé. Il a en outre accueilli favorablement les réformes entamées par l'autorité palestinienne, telles que l'abolition du système de versement des allocations aux prisonniers et la réforme des programmes scolaires avec le soutien européen et saoudien, ainsi que l'engagement à organiser des élections générales présidentielles dans l'année qui suivra le cessez-le-feu. Eh bien, au cœur de cette 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui s'est ouverte à New York sous le thème « Ensemble vers un avenir meilleur », plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains. Cette session édition s'annonce décisive pour l'Afrique qui entend porter haut ses priorités dans l'arène internationale. Parmi les revendications majeures figure la réforme du Conseil de sécurité avec la demande de 2 sièges permanents assortis du droit de veto ainsi que de 5 sièges non permanents supplémentaires. Pour le continent, il s'agit d'un pas incontournable afin de corriger les déséquilibres historiques et la représentation au sein de l'organe central de maintien de la paix et de la sécurité internationale. La question du changement climatique sera également au centre de l'intervention africaine. Bien que peu émettrice de gaz à effet de serre, l'Afrique est parmi les régions les plus vulnérables au dérèglement climatique. Les délégations devraient appeler et rappeler la difficulté croissante à maintenir l'objectif de limitation du réchauffement à 1,5 degré Celsius en raison du manque d'efforts suffisants à l'échelle mondiale. Sur le plan économique, les représentants africains comptent alerter sur la baisse étendue de l'aide publique au développement destinée au continent. Les estimations prévoient un recul compris entre 16% et 28% en 2025 par rapport en 2023, qui se pourrait freiner considérablement les projets croissants et stabilisation sociale. Retour à Djibouti où le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta, Mohamed Dileta, a reçu aujourd'hui le nouvel ambassadeur de la République arabe d'Égypte auprès de Djibouti, Abdelrahman Rafat. Au centre des discussions figuraient les liens séculaires d'amitié et de fraternité de coopération existant entre les deux pays frères. Les deux parties se sont ainsi réjouies de l'excellence des relations privilégiées de coopération qui les unissent et ont affirmé leur volonté commune de renforcer davantage la coopération parlementaire. Le président de l'Assemblée nationale a ainsi fait part au nouvel ambassadeur égyptien de la disponibilité pleine et entière de l'Assemblée nationale dans l'accomplissement de sa mission sous les cieux djiboutiens. Eh bien, rappelons que le diplomate égyptien n'a pas manqué de remercier le président du Parlement pour l'accueil chaleureux et fraternel qui lui a été réservé. Sport à présent, où dans une ambiance exceptionnelle, s'est achevé hier soir au complexe Roi Fahad, le tournoi de la paix et de l'amitié intercommune organisé par le CILUD sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports. Après plusieurs mois de compétition acharnée, réunissant une quinzaine d'équipes issues des différentes communes de la capitale, la grande finale a tenu toutes ses promesses dans un stade en ébullition. L'équipe de PK12 a réussi à s'imposer face à celle de PK13, sur le score de 1-0 grâce à un but marqué dès les premières minutes de jeu avant de résister héroïquement aux assauts adverses jusqu'au coup de sifflet final. Le match a démarré sur les chapeaux de roue avec une ouverture du score éclairée signée PK12 portée par une marée de supporters liés ensuite et en face à la pression constante de PK13 qui a multiplié les occasions sans jamais prévenir et parvenir à percer la solide défense adverse.
entre intensité physique et parade spectaculaire des gardiens. Le spectacle a tenu en haleine un public surchauffé, transformant le complexe Roi Fahd en véritable chaudron. La soirée était honorée par la présence du secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, entouré de plusieurs parlementaires, du président de la commune de Balbala, des élus locaux ainsi que de nombreux responsables et cadres du secrétariat d'État au sport. Sportif aussi, les tournois s'est très bien déroulé avec une certaine harmonie aussi. Je voulais aussi remercier le ministre et le secrétaire d'État au sport et le président de la fédération du football aussi. Merci. Pour plus de détails, écoutons l'intervention du directeur des sports, M. Abshir Al-Hassan. Nous sommes au complexe Roi Fahd pour la finale du tournoi de la paix et de l'amitié organisé par Solid. C'est un collectif des élus locaux, ici des 3 communes de la capitale. Nous sommes à sa 5e édition. Ça montre la maturité de ces projets. Donc, prime abord, je profite de cette occasion pour féliciter et encourager ces collectifs des élus locaux ici des 3 communes de la capitale. Sinon, c'est très important que des organisations ou bien des groupements en dehors des fédérations et des ministères s'organisent pour entreprendre des projets dans le domaine du sport, dans le domaine de la santé, de l'éducation, etc. Et nous sommes à côté de cette organisation depuis 5 ans. Nous mettons à leur disposition les installations sportives, mais également les matériels d'organisation de la compétition, mais aussi de récompenses. Et je voulais préciser une chose. Beaucoup de personnes, beaucoup des institutions s'amusent à organiser des activités sportives sans pour autant informer les ministères ou bien travailler avec les fédérations. Il faut savoir que le secrétariat d'État chargé des sports a délégué l'organisation des activités à des fédérations. Nous avons 23 fédérations, donc ces fédérations sont responsables de l'organisation des activités. Une fois que ces personnes nous sollicitent, nous allons informer la fédération concernée et cette fédération va prendre les dispositions techniques, organisationnelles, etc. pour le bon déroulement de cette compétition. C'est vrai, le sport est devenu un moyen pour faire de la promotion, pour, je sais pas, faire de la politique, etc. Mais n'empêche que le sport a une réglementation au niveau national et qu'il faut la respecter. Ici, dans le cadre de ce tournoi, cette collectif des élus locaux nous a informés et tout de suite nous avons informé la Fédération djiboutienne de football qui a mis à notre disposition les arbitres. Nous avons également informé l'Agence nationale pour la promotion du sport pour mettre les installations sportives à la disposition de ce collectif des jeunes. Donc l'idéal serait que chacun d'entre nous respecte les textes régissant l'organisation et le bon fonctionnement du sport. Social à présent, où le service des affaires sociales du Haut Conseil islamique affilié au ministère des Affaires musulmanes et des Biens Warf a tenu la réunion trimestrielle consacrée à la problématique de la mutilation génitale féminine pour aboutir à une farwa avec les leaders religieux. Cet événement s'inscrit dans le cadre des efforts visant à parvenir à une fatwa claire en coopération avec les autorités religieuses. Les travaux ont été ouverts par le président de la haute fatwa, Cheikh Abdulrahman Shamsoudine, en présence des imams et des ulama. La séance est animée par Cheikh Abdulrahman Shamsoudine, spécialiste des affaires sociales. Les participants ont eu l'opportunité de poser de nombreuses questions et de demander des clarifications sur le sujet de la mutilation génitale féminine et de débattre sur des dimensions religieuses, sociales et psychologiques. La réunion a largement abordé les conséquences négatives de la mutilation génitale féminine sur les plans psychologiques, social et sanitaire, en insistant sur l'importance de sensibiliser la société au risque de cette pratique, son abandon progressif. Les participants ont salué les efforts significatifs du ministère des Affaires musulmanes dans ce domaine, qui vise toutes les couches de la société à travers des campagnes de sensibilisation, d'éducation religieuse et sociale afin de réduire la propagation de cette pratique nocive et de promouvoir des valeurs sociales et sanitaires saines au sein de la communauté. Dans l'actualité régionale, l'Éthiopie met en œuvre une nouvelle stratégie de développement des compétences en protection phytosanitaire pour stimuler la transformation de son secteur agricole. L'Éthiopie a présenté une nouvelle stratégie de développement des capacités en matière de protection phytosanitaire 2026-2030 afin de promouvoir la transformation de son secteur agricole. Un atelier a été organisé entre l'autorité agricole éthiopienne, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et la culture et diverses parties prenantes. Selon l'ambassadeur, le directeur général de l'autorité agricole éthiopienne, des travaux sont en cours pour garantir l'absence des maladies et la qualité des produits agricoles exportés vers le marché mondial. Et en Rwanda,
placée sous le thème Reading New Age. La cérémonie de lancement des championnats UCI qui s'est tenue à Kigali au Rwanda a attiré plus de 1000 participants dont des coureurs, des délégués de fédérations nationales, des officiels du cyclisme et des dignitaires du monde entier. Le Belge Remco a poursuivi sa domination sur la rencontre, la montre, en remportant sa 3e médaille d'or consécutive dans le contre-la-montre individuel masculin. Ainsi, les 2 entraîneurs de la course aujourd'hui se sont bien déroulés. J'espère que j'aurai le même sentiment et la semaine prochaine. Mais oui, c'est sûr que c'est quelque chose à laquelle il faut s'adapter dès les premiers jours, a indiqué Enelab, qui a terminé sur le parcours de 40,6 km. Et dans l'actualité internationale, je vous disais dans le titre, Ousmane Dembélé, star du Paris Saint-Germain, a remporté le ballon d'or du meilleur joueur du monde, dévançant le jeune prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal, lors d'une cérémonie organisée hier par le magazine France Football dans l'un des théâtres emblématiques de la capitale parisienne. Toute l'assistance retenait son souffle avant que le Brésilien Ronaldinho, ancienne légende de la Seleção, du Barça et du PSG, ne relève l'identité du lauréat entre Dembélé et Lamine Yamal. L'ailier international français arrache le trophée à Yamal, qui a néanmoins obtenu pour la 2e année consécutive le trophée Copa du meilleur jeune joueur du monde. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de notre programme télévisé. Le programme continue sur Télé Djibouti.